Ok, donc vous allez, Euh, on va reprendre cette partie alors que vous vous trouvez dans le train qui doit vous amener euh, à Derby. Déjà, vous êtes passé à la gare, alors à la gare de Saint-Pancrace. Ok, et vous avez pris le train à Saint-Pancrace et vous vous trouvez dans le train qui vous mène dans cette ville. Ceci étant dit, il y en a quand même à peu près pour 2 heures de train pour aller jusqu'à votre premier arrêt, qui sera un arrêt rapide, hein, qui est Derby. Donc, si vous comptez avoir des discussions ou parler de ce que vous avez lu, c'est le bon moment pour le faire. bon, mes amis, je crois que nous avons besoin de faire un point sur toutes nos recherches avant de nous lancer sur cette nouvelle piste. Qu'en pensez-vous? Ah, vous avez passé du temps hier, non, dans les bibliothèques respectives, les livres. Donc, Je suis pour moi-même concentrer mes recherches sur Cthulhu, celui qu'on nomme Parfait. aussi Katigura, et que nous associons bien sûr à Nyarlathotep, hein, le chaos rampant. J'ai pris quelques notes, je peux vous les lire rapidement. Vous allez voir, en fait, ça nous apprend surtout que c'est une divinité extrêmement maléfique. Elle appelle aussi le feu vivant, Cthulhu. Euh, il vit au-delà des étoiles, dans les recoins les plus reculés et inexplorés de l'obscurité cosmique. Il réside dans ce coin d'une galaxie. C'est sa demeure, en fait, Fomalhaut. C'est une entité d'horreur et de feu, une créature d'une grandeur incompréhensible pour l'esprit humain. Un amas de flammes et d'énergie qui pulse et tourbillonne comme une étoile captive. Sa demeure, il est dit que ce serait donc Fomalhaut, une étoile lointaine. Nous avons entendu parler, évidemment, où il trône dans un palais de flammes ardentes, entouré de ses serviteurs, appelés les feux follets, des esprits de feu qui parcourent l'univers à la recherche de connaissances interdites et d'âmes à consumer. Ça alors? Mais c'est à cause de ça qu'il y aurait eu des incendies autour de l'Obélix? bah, si, Et si, oui, il les invoque et si, il consume ce qu'ils sont venus chercher. Ah oui, cela a mais un c'est lien assez terrible. certain, surtout si cet obélisque fut un temps était une sorte d'autel de sacrifice où les victimes étaient données à Cthulhu pour être consumées. Alors j'ai noté aussi que son visage semble être une énigme en soi, une sorte de masse mouvante et incandescente, sans forme Oh, ni contour, qui éblouit et surtout évidemment, effraie celui qui la contemple. Ses yeux, s'ils existent, sont de sortes de puits de feu qui scrutent les recoins les plus sombres de la réalité et qui voient à travers les voiles qui séparent les mondes. À savoir finalement que nous savons maintenant, de par ce que nous avons vécu dans la contrée du rêve, et quand nous avons aussi rencontré cette femme dans la contrée du rêve qui nous demandait de quelle planète nous venions. Là, nous faisons face en fait à toutes sortes d'entités qui naviguent et voyagent d'une dimension à l'autre. Et visiblement, mais oui. il y en aurait un certain nombre, peut-être même une infinité. Euh, j'ai noté aussi son appel est un murmure dans les flammes, une voix qui résonne dans le crépitement des foyers et le vacillement des torches. Ceux qui l'entendent sont souvent consumés par une quête insatiable de savoir occulte, menant à leur perte inévitable. Ça me fait penser d'ailleurs, Betty, à cette voix que tu as entendue parfois et dont tu nous as parlé, hein, qui te parlait à l'intérieur de ton être. Alors, il est dit qu'invoquer Cthulhu est un acte de folie pure. Les rituels pour l'appeler nécessitent des symboles de feu et de destruction, et souvent le sacrifice de ce qui est cher. Oh. Mais que ceux qui osent le faire soient avertis, Cthulhu n'est pas un maître bienveillant, il est l'incarnation de la destruction primordiale, un feu dévorant qui consume tout sur son passage, laissant derrière lui rien d'autre que cendres et désolation. Ainsi, Cthulhu
est l'horreur ardente, une présence éternelle qui attend dans les ténèbres, tapis, prête à engloutir les mondes dans ses flammes infernales. Voilà ce que j'ai pu encore trouver dans Vivre comme un dieu. Cette description me laisse me plonge dans une réflexion. Cthulhu, est-ce un avatar, une autre facette de Nyarlathotep ou est-ce une autre entité? C'est autre chose d'après moi. Hein. Parce que tout ce qui est décrit là, ça ne ressemble pas du tout à, je sais Aucun pas, toutes les mot, descriptions des cultes des ténèbres, enfin le Cult of Darkness qu'avait pu nous faire le professeur. Oui, mais il y a peut-être différents cultes qui ont eux-mêmes différentes approches de cette même entité. Nous sommes d'accord, mais et c'est pour ça précisément qu'il y a c'est différent. La langue sanglante au Kenya, la flamme éternelle à Londres, et nous avons... Mais n'oublions pas qu'il y a la confrérie pour moi, l'équivalent de la langue sanglante ici et en Égypte se rapprocherait plutôt de la fraternité du pharaon noir. Oui. Et maintenant, ma question est du coup, quel est le lien entre le culte de la flamme éternelle et la fraternité du pharaon noir? Oui, tu as raison, mais c'est peut-être... il y a le culte, il y a des sous-cultes, il y a peut-être une hiérarchie. Mais j'ai pensé aussi, mais le temps m'a manqué, faire des recherches sur la Chine, puisque Elias Jackson a été jusqu'en Chine pour son enquête, et il y a forcément aussi dans des ouvrages des informations que nous pouvons retirer. Et peut-être le culte porte-t-il un autre nom là-bas, et l'entité aussi. Voyez-vous ? Je pense que le culte est même différent. La langue sanglante exécutait les personnes les jours de lune absente. Tout comme la confrérie du pharaon noir, en tout cas les meurtres égyptiens. Or là, nous avons quelque chose de différent. Puisque la flamme, elle, touche les gens seulement lorsque Fomol Out est visible. Et peut-être des manières différentes selon la géographie, je ne sais pas, c'est une supposition, ou des interprétations. Je veux dire, ces entités échappent à l'entendement humain. Et la manière d'interpréter en fait son existence ou de la concevoir nous échappe complètement. Et peut-être expliquer au fil des siècles que les cultes qui lui ont été prêtés peuvent revêtir différentes formes, différentes interprétations, différents symboles. Mais pas différents cultes, pas différents procédés pour toucher le dieu. Pour le moment, ce que nous avons, c'est que les procédés sont similaires. Si, je suis d'accord avec Perry. Hein. Oui, je suis d'accord. De manière régulière en fonction de la lune et pas en fonction d'une étoile. Si les références ne sont pas les mêmes, non. Exactement, les références ne sont pas les mêmes. On parle d'un chaos d'un côté et d'un feu destructeur de l'autre. Ça voudrait-il dire alors que nous avons affaire à plusieurs entités, non pas une seule. Mais alors, qu'est-ce qu'est Nyarlathotep nous avons vu qu'il y a Yig, il y a peut-être le Cthulhu, ce sont des divinités différentes, certainement. Exactement. Comment savoir? Certainement, mais on parle bien d'une entité à plusieurs visages. Donc le fond reste quand même puissamment tourné vers la destruction, il me semble. Oui, ça c'est. Je pense que cette entité aurait intéressé notre ami Elias. Oui, il aurait pu se retrouver dans l'un de ses livres. Lui qui faisait des recherches sur ces cultes à travers le monde, pour eux, ils avaient tous une convergence, le sacrifice humain, n'est-ce pas? C'était bien ça qui lui guidait. Oui, c'est pour ça qu'il a voyagé dans tous ces pays et qu'il a découvert peut-être différents visages, différents masques, j'ai encore envie de dire. Je reste persuadé que les différents masques sont la langue sanglante, la chauve-souris, comme nous avons pu le voir, enfin comme on a pu en entendre parler en Australie, et dans ce cas-là, le pharaon noir. Et tu penses, Perry, que ce dieu du feu est quant à lui complètement indépendant, c'est ça? Oui. Juste parce qu'il ne se cale pas sur la Lune et plutôt sur une étoile. Mais si on parle de réalité pluridimensionnelle, qu'importe le temps, qu'importe l'espace, je veux dire, qu'importe... J'ai jamais entendu parler de feu follet, par exemple, en ce qui concerne la langue sanglante. Le feu était totalement absent. Si c'est un dieu du feu, d'un feu destructeur, pourquoi la langue sanglante n'aurait aucune référence au feu? Parce que c'est une interprétation différente d'une seule et même entité qui porte plusieurs masques.
et que l'entendement humain, et qui échappe à l'entendement humain, et qui trouve des subterfuges, des protocoles, je ne sais quoi, au fil du temps pour attirer son attention et pratiquer des sacrifices ou des rituels qui lui sont dédiés, mais qui sont tous différents d'un pays à l'autre. C'est ça, ce serait comme l'humanité, c'est-à-dire qu'en fait, elle est toute et entière, et pourtant, elle a des manières de vivre son humanité différentes en fonction des cultures et des continents. C'est ça. Exactement, Betty. Exactement. Très belle image, oui, Oui, c'est ça. tu as bien résumé ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, en fait. Ça, c'est sûr. Au bout de 1 heure de voyage dans ce train qui monte en fait au nord de Londres, hein. Derby, ça se situe au nord de Londres. Vous avez très rapidement quitté la ville pour vous retrouver dans la campagne anglaise et ce que vous voyez par la fenêtre, c'est beaucoup plus vallonné. Il y a beaucoup de nature très verte, hein. Il pleut comme quasiment tous les jours depuis votre arrivée en Angleterre. Et la nature en profite bien. Il y a pas mal de monde dans ce train. Vous avez réussi à avoir des places en première classe, c'est assez simple la première classe, mais c'est un wagon un peu séparé. Par contre, il y a beaucoup de travailleurs aussi parce que vous allez vous rendre compte assez rapidement que toi tu le sais en fait, Jennifer, la ville de Derby c'est une ville industrielle. C'est la ville dans laquelle il y a toute l'industrie automobile, l'aviation, l'industrie ferroviaire, qui est la plus proche de Londres, située sur les rives de la rivière Derwent en fait, et donc tu as beaucoup de travailleurs en fait qui font l'aller-retour entre la capitale et donc c'est un peu animé quand même le train. Sur ce, je vous laisse continuer vos conversations. D'ailleurs, pour ma part, j'ai bien avancé sur mes recherches sur Yig. Et eh bien, il s'avère que lui, par contre, n'est pas du tout lié au feu. Il préfère les endroits secrets, les cavités sombres et humides. Il serait... Alors, autant ton dieu, comme tu l'as dit, Erasmus, est perceptible dans le crépitement du feu et le souffle de la flamme, autant Yig serait plutôt dans le bruissement du feuillage et le souffle du vent, tu vois. Et en se concentrant, on pourrait entendre les messages du dieu, c'est ce qui serait dit. Et pour justement apprendre à parler la langue de Yig, il serait conseillé de se retrouver dans ces endroits un peu intimes, un peu secrets, et essayer de se connecter justement à leurs sensations, à leurs ressentis. Et Yig a une vision très sereine de la nature. Il est une forme même de la nature. Et autant il est très dans l'harmonie et dans la sérénité, autant il peut faire preuve d'une violente férocité et d'une implacabilité dès qu'on s'en prend à sa famille, à son peuple de serpents. Ainsi, il convient d'être assez, comment dire, mesuré dans son approche de ce dieu et de ne pas le blesser ou l'effaroucher ou nuire aux reptiles et aux serpents d'une quelconque manière que ce soit. Alors, je m'étais intéressée sur les conseils de Macha que j'avais vu en rêve à la langue de Yig. Et même, d'après mes recherches, il est conseillé apparemment, oui, de bien la maîtriser, bien sûr, mais surtout de ne pas en abuser, car on peut, là aussi, déclencher sa colère. Voilà, j'en suis là de mes recherches, c'est assez surprenant. Attends, cela ferait de toi une adepte de Yig, finalement. Je n'ai pas très bien... Oui, mais même avec ces adeptes, alors s'il s'agit d'être une adepte, il s'agit de le... Il semble pas si facile à vénérer, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit de se connecter au dieu... Et le gars, quand tu chantes le matin... Pas avec des pincettes, mais quand même, il a l'air assez... assez papillon. Quand tu chantes le matin, tu te connectes à ton Dieu quand tu chantes le matin avec tes phrases un peu étranges. Oui. C'est une prière, quoi. C'est une prière, en effet. Et il est dit qu'en tant qu'adepte de Yig, il faut apprendre à avoir la souplesse et l'élégance du serpent et arriver petit à petit à rentrer dans cette sensualité, dans cette... comment dire Si, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Il faut arriver à incarner le peuple des serpents. Donc tu es déjà une adepte de Yig. Tu es une adepte de Yig. Non, même pas. Enfin,
je marche sur ces traces-là, si tu veux, mais l'apprentissage est long. Je suis qu'au balbutiement de mon initiation, d'après ce que j'ai compris. Le chemin est long et fastidieux. Et encore faut-il, une fois de plus, en tout cas, ou plutôt particulièrement pour ce culte-là, la question de l'équilibre est importante. Apparemment, il faut bien savoir doser son implication. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu n'as pas choisi d'être une adepte. Cela t'a été imposé. Alors, je me pose encore la question de ma place dans tout ça. Oui, en effet, Erasmus, parce que il dit que ceux qui, en effet, aux disciples de l'occulte, c'est un texte que j'ai lu, toi qui cherches à converser avec Hig, le père des serpents, vous voyez, c'est ce que j'ai mis dans mes notes, écoute attentivement l'alliance de Hig et enseigne les complexes. Alors, ils disent que il faut apprendre à écouter, passer dans des nuits dans des lieux fréquentés par les serpents, mais surtout de faire très attention, de ne pas le heurter. Mais alors, est-ce que je suis une adepte de Yig ou est-ce qu'il m'a choisi? Est-ce que je suis une élue de Yig? Je ne sais pas bien. Mais tout ça s'éclaircira en temps et en heure. Il faut que je poursuive mes recherches et que je revoie peut-être Macha quand nous serons en Égypte. J'espère juste que ça ne se fera pas à ton détriment ou au nôtre. Hein. Non, non, de toute façon, je ne vais pas m'engager sur des chemins trop tortueux. Je vais y aller avec prudence. Mais bon, si ça va à tout le monde d'aller à l'aventure avec une adepte de Yig, pourquoi pas, hein? C'est-à-dire qu'en fait... Yig n'est pas forcément nocif dans notre quête, ce n'est pas un frein pour le moment, du moins. Nous n'avons aucune preuve que ce soit un frein, au contraire. C'est ça. Pour le moment, on n'a pas de preuve. Après, la question, oui, c'est jusqu'où le libre arbitre de Jennifer est-il entier? Oui. Pour le moment, il l'est, mais on ne sait pas jusqu'où. Voilà, c'est ça. Et toi-même, Jennifer, tu ne sais pas jusqu'où ton libre arbitre t'appartient. En parlant de... J'ai noté que Yig inspire souvent à ses adeptes des quêtes plutôt hermétiques, plutôt obscures, dont l'objectif est de venger les torts faits à ses enfants. J'espère que enfin moi, je n'ai pas envie de mener ce genre de quête personnellement. Hein. Et va savoir si en plus, il dit que dans les recherches que j'ai faites, il dit que quand je dis qu'il est implacable avec ses ennemis et justement ceux qui maltraitent son peuple de reptiliens, eh bien, j'ai lu qu'il leur infligeait des déformations, des malédictions atroces et qu'il se retrouvait à ramper à l'image même des serpents. C'est terrifiant, là aussi, vous ne trouvez pas? Ah si, c'est terrifiant. Oui, et justement, tu dois vraiment te méfier de ce que tu ressens au fond de toi et discerner quand il s'agit de ton libre arbitre ou de quelque chose comme un ordre sous hypnose. Les serpents sont spécialistes qui te seraient imposés. Oui, le fait est que je n'ai rien demandé pour ma part, mais bon, je me suis sentie tellement bien dans ce rêve. Écoutez, je vais continuer à me poser toutes ces questions. Je verrai bien, je vous tiendrai informé de la poursuite de mes recherches. Ah oui, c'est très important, Jennifer, que tu partages tout cela avec nous. Nous verrons. Pour ma part, je me suis concentré sur la pyramide rouge que l'on voit dans le tableau de Carlyle. C'est intriguant. Cette dernière a été construite par le pharaon Snéfrou, qui est le père de Khéops, donc le père des constructeurs de la grande pyramide de Gizeh. Cette pyramide noire, du coup, rouge. Est composée du coup de pierres rougeâtres. C'est une des plus grandes pyramides d'Égypte, 150 mètres de haut. Et c'est la première pyramide avec une pente totalement lisse et assez douce pour le coup. Donc elle est très importante apparemment dans l'histoire de l'architecture égyptienne parce que du coup elle marque une transition majeure et elle est à côté d'une pyramide un peu plus étrange, la pyramide de Bens, pyramide rhomboïdale qui a été aussi construite par Snéfrou, enfin pour Snéfrou. Et donc, qui est, elle, petite pyramide aussi courbée, parce qu'elle est faite sous deux angles. Il y a deux angles différents. Et donc, elle aussi, elle marque une partie de la transition dans l'architecture égyptienne. Et les spécialistes ne sont pas forcément d'accord, mais il est possible, du moins, de ce que nous savons maintenant, je me dis que c'est
pour moi, ce qui est plus probable, c'est qu'il y a une théorie qui dit que ce changement d'angle a été opéré à cause d'un changement de pratique religieuse. Erasmus, en fait, ce que te dit Perry, ça résonne. C'est-à-dire que d'abord, tu sais que à côté du Caire, il y a, et particulièrement à côté de la ville de Memphis, en fait, il y a plusieurs plateaux, dont le plateau de Saqqara et le plateau où se trouve la pyramide rouge et la pyramide de Bent, où il y a un ensemble de pyramides, donc de sépultures funéraires qui ont été construites dans les mêmes périodes. C'est par plateau en fait. Et tu t'étais pas spécialisé là-dedans, mais tu te rappelles qu'au niveau architecture, il y a eu quand même entre les différentes dynasties des changements architecturaux dans les pyramides, et que c'est à ça qui fait référence en fait. Donc c'est pas si extraordinaire que ça pour toi en fait. Ça te ça a l'air, c'est plus précis que ce que tu te rappelais sur ces pyramides, mais il y a déjà eu entre les pyramides, tu sais que entre les pyramides à degrés et les pyramides à face lisse, des changements architecturaux, tu vois. Après, savoir pourquoi, c'est pas forcément d'une grande étrangeté. Tu es plus dans l'archéologie pure, la civilisation égyptienne, etc. Tu vois. On est dans une continuité historique, quoi. Voilà. C'est pas, ça te fait pas bondir en te disant qu'il y a un truc étrange. C'est juste ça précise des choses et surtout ça fait le lien avec le fait que si Perry a fait ses recherches, c'est parce qu'il a vu une peinture sur laquelle l'expédition Carlyle sortait d'une pyramide et c'était la pyramide rouge. Voilà, pourquoi sortait-il de cette pyramide-là? De toute manière, s'il est accessible par les touristes, nous pourrons nous-mêmes nous y rendre. Tout à fait, ici. Ça fait 2 heures que vous roulez. Vous êtes en approche de la gare de Derby. Nico, je veux préciser quand même que j'ai mon gros par-dessus et donc j'ai amené un panga, mon flingue et du chloroforme. Bah, je pars du principe que vous êtes parti armé sans prendre la mitrailleuse lourde, Oui. ni les fusils, etc. C'est-à-dire toutes les armes qui sont dissimulables. Par contre, j'y pars aussi du principe qu'a priori vous avez laissé tous vos livres au coffre de l'hôtel. Ouais. Ah oui, oui. Ok. J'ai le panga. Il y a un gamin qui vend des journaux dans ce train. Tiens, moi, ça nous intéresse. Si. De lire la gamine, presse. Ok. moi ça, tiens. Bah, tu récupères un Times, qui est un des journaux les plus lus en Angleterre. Voilà, il y a toutes sortes de nouvelles. Tu cherches un truc en particulier? Non, je feuillette. Ok, donc tu Je commences regarde quand même s'il n'y a pas un truc sur un incendie quelque part à Londres. On n'est plus dans la période normalement. Ah oui, c'est 3 jours après. Ouais. C'est 2 jours après. ça fait jusqu'à février. Pardon? Non, mais je vais dire, nous, on a mis, a priori, j'ai mis le feu quelque part, non? Ah oui, c'est vrai. Oui, mais d'ailleurs, tu vois effectivement un article. Article du 10 février 1925. Tragédie à Chelsea. L'art et la vie consumés par les flammes à Hobley Mews. Londres 1920. 25, excusez-moi. 25, Londres 1925. Une sinistre nuit a enveloppé le quartier de Chelsea lorsque la résidence du renommé peintre Miles Shipley, située à Hobley Mews, a été ravagée par un incendie dévastateur. Le feu, dont l'origine demeure un mystère, a complètement englouti la demeure de 2 étages, emportant dans ses flammes voraces une collection inestimable de toiles et d'œuvres d'art. Le drame ne s'arrête pas là. Miles Shipley, l'étoile montante du monde artistique londonien, ainsi que sa mère, Berthe Shipley, ont disparu sans laisser de traces. Leur sort demeure inconnu et cette disparition suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté. Ce qui ajoute au mystère de ce sinistre événement, c'est la découverte macabre faite par les pompiers dans les décombres encore fumants. Des ossements d'animaux exotiques, d'une nature étrange et difficilement identifiable, ont été retrouvés parmi les cendres. Cette trouvaille inhabituelle soulève des questions troublantes quant à la nature des activités de Shipley dans sa demeure. La police de Scotland Yard
n'est pas en reste face à cette énigme. Un voisin, dont l'identité n'a pas été révélée, a signalé avoir aperçu une silhouette masculine sortant précipitamment de la maison, juste avant que les flammes ne se déchaînent. Cette observation pourrait s'avérer cruciale pour démêler les fils de cette histoire énigmatique. L'ensemble de ces éléments compose un tableau inquiétant, mêlant l'art, le mystère et peut-être la criminalité. Les investigations se poursuivent, menées par les inspecteurs diligents de Scotland Yard, dans l'espoir de faire la lumière sur cette tragédie qui a secoué le monde artistique et la tranquillité du quartier de Chelsea. Le monde de l'art pleure la perte des œuvres de Shipley, et la communauté reste suspendue aux nouvelles concernant le sort du peintre et de sa mère. En ces heures sombres, l'espoir demeure que la vérité émerge des cendres de Hobline Mews. C'est une bonne nouvelle de savoir que c'est Scotland Yard qui est sur l'affaire, vu à quel point ils sont très mauvais pour découvrir tout ce qui concerne les meurtres égyptiens. Ça, c'est sûr. Mais il me vient une idée, un tantinet horrible, là, juste maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure que Yig punissait sévèrement les gens qui s'en prenaient à son peuple. Et si la mère de Shipley était un enfant de Yig, c'était une espèce de créature serpent non plus? Tu l'aurais reconnu. Entre vous, tu crois? Il y aurait eu quelque chose. Bien sûr que oui. Pour moi, elle vénérait Satoué et pas. Ça faisait partie des hommes serpents qui s'étaient détournés de Yig. Ah oui. Mais ce serait souhaitable, hein, parce qu'imaginez qu'on se soit pris à un enfant de Yig et qu'on se prenne ses foudres de la manière aussi terrible que je vous l'ai décrite tout à l'heure. Comme l'a dit Perry, elle vénérait une autre divinité. Ouf. Mais la question est qui peut être cette silhouette masculine qui est sortie précipitamment de la maison? Ah, moi je sais. C'est tous. Bah, c'était Vincenzo, non? C'est moi. Hein. Ah oui. Évidemment. Ah oui. Il n'y a rien qui puisse mener leur enquête jusqu'à nous, de toute manière. Hein. À part la silhouette, mais bon. À 11h50, vous arrivez aux abords de la ville de Derby. Donc là, vous voyez clairement qu'il y a des usines, des entrepôts, des manufactures, un ensemble de petites maisons ouvrières. Il y a une grande rue qui descend où le centre-ville a l'air d'être situé. Et puis au fond, vous voyez toutes ces usines. Et là, en fait, le train bifurque et va donc partir en direction de votre arrêt qui est Edale, dans lequel vous arriverez d'ici 1 heure. Il sera 14 heures à peu près quand vous arriverez à Edale. Et toi, Betty, qu'as-tu découvert Eh bien, j'ai fait des recherches sur le signe jaune, c'est-à-dire ce signe que j'ai vu lorsque nous étions dans la contrée des rêves et qui m'a... Le poème avec 3 espèces de tentacules autour, là. Oui. Ben, oui, mais je sais plus si tu étais encore là, Vincenzo. Nous étions dans ce théâtre. Il y avait cette femme qui déclamait un poème à Carcosa, qui parlait de Carcosa, et tout à coup, tout est devenu complètement fou et horrible et monstrueux, et l'homme qui a assassiné cette femme avant que tout devienne fou et ténébreux, j'ai vu ce signe-là, et donc du coup, et depuis, quelque chose, je sais pas, quelque chose s'est passé en moi, donc j'ai fait des recherches là-dessus parce que ça me fait peur et voilà. Et donc, ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est que ce signe est un symbole ancien dont la vision seule suffit à nous entraîner, ou en tout cas là, en l'occurrence, à m'entraîner au bord de l'abîme de la folie. Ce signe est la clé d'un royaume où les rêves et la réalité s'entremêlent. C'est un portail vers des vérités que l'esprit humain n'est guère fait pour connaître. C'est-à-dire que c'est à la fois des vérités qu'on cherche, mais que les trouver n'est pas forcément une bonne nouvelle. D'après mes recherches, je ne sais pas d'où vient ce signe, ni par qui il a été créé. Par contre, ceux qui le portent ou l'embrassent sont marqués par le destin et sont forcément, inéluctablement attirés vers les profondeurs de ce mystère. Et dans ces profondeurs,
réside une lumière, une vérité qui est aussi lumineuse que ténébreuse. Alors, c'est pas seulement un symbole en fait, c'est ça, c'est que c'est une invitation, c'est quelque chose qui force à chercher et qui est lié à une cité ancienne. Et cette cité est dite comme une cité enveloppée de brume et de légendes, où les étoiles étrangères brillent sur des eaux sombres, et son nom c'est Carcosa. C'est le nom que disait la poétesse. Je m'en souviens. Voilà. Et ce nom-là, il est murmuré avec crainte et fascination par ceux qui connaissent les secrets du cosmos. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il fallait... En fait, ce que j'ai découvert, c'est surtout une mise en garde. La mise en garde, c'est justement d'essayer d'éviter de chercher à tout prix la réponse à ce mystère, parce que en cherchant la réponse, on tombait sur des périls terribles. Et que ceux qui poursuivent cette recherche de connaissances sont souvent perdus dans les méandres de leur propre esprit, prisonniers de leur quête. Et cette quête va dévorer leur raison. Cette quête les amène à la folie. Bon, bah, Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Arrêter ces recherches, Betty. Ben oui, j'ai bien compris, sauf que c'est pas si simple en fait. Quand tu as vu le signe, tu peux pas t'empêcher d'y penser. Et bien sûr, j'ai envie d'arrêter cette quête, et bien sûr, mais comment faire comment faire pour dire qu'il faut cesser de chercher des réponses à des questions quand la question est là? J'ai même envie de pousser ça plus loin. C'est peut-être aussi nous et notre quête ensemble nous mène vers. Je ne sais pas si elle nous mène vers Carcosa, mais d'une manière ou d'une autre, en cherchant Nyarlathotep, c'est un peu comme si nous cherchions Carcosa. C'est-à-dire que nous pouvons remplacer tout ça par Nyarlathotep. ce que j'ai vu, c'est une mise en garde, mais pas une interdiction. C'est une mise en garde qui dit ne cherche pas le signe jaune à la légère. Si tu dois le suivre, que ce soit avec prudence et respect pour les forces qui se cachent derrière ce voile jaune, tissé d'énigmes et de folie. Donc c'est une mise en garde. Mais c'est une mise en garde qui dit pas que, en fait, on ne sait pas où ça mène. Est-ce que ça mène vers la folie ou est-ce que ça mène vers la connaissance? C'est une mise en garde. Pardon, Betty. C'est une mise en garde qui vaut pour Jennifer, comme à nous tous, par rapport aux recherches que nous menons. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Monsieur Wilde, qui, s'adressant à Jennifer, l'avait aussi conseillé d'arrêter ses recherches, d'arrêter en fait la quête que nous menons. Évidemment, c'est pas que notre quête nous menait, en fait, c'est ce que Nyarlathotep n'est-il pas lié à Carcosa? Peut-être c'est une métaphore pour là où nous allons, en fait. Je pense que Carcosa n'est pas. Nyarlathotep me semble être le mal. Carcosa est un endroit où le mal et le bien existent, et que y aller et prendre le risque de se confronter à quelque chose qui peut nous nuire et nuire à notre santé mentale. C'est-à-dire que là, il s'agit de folie ou pas folie. Il ne s'agit pas de sacrifice humain, etc. C'est-à-dire que accéder à cette vérité peut nuire à notre santé mentale. Monsieur Wilde est lié à ce signe puisque nous l'avons vu au même endroit. Oui. Du coup, pourquoi lui demandait-il de arrêter notre quête? Notre quête ne nous menait pas à Carcosa avant qu'il soit là. Enfin, je sais pas, c'est la première fois qu'on était dans le monde des rêves. Le train est en train de ralentir. Betty, dans quel livre as-tu trouvé où as-tu trouvé ces informations? Dans le livre d'Yvonne, si je me rappelle bien. De toute manière, tout est lié. Hein. Nous avons affaire à des entités qui sont démesurément terrifiantes, les unes comme les autres. Peut-être que Yig, si nous devons partager tout cela, ramener ça au bien, au mal, Yig est peut-être de ces entités qui sont les plus bienveillantes, entre guillemets, et à l'opposé, le chaos rampant. Vous voyez, mais il est difficile de ramener tout cela à des notions de bien ou de mal. Il s'agit peut-être de conflits entre divinités, entre entités qui ont peut-être des millions d'années d'avance sur nous. C'est terrifiant. Et qui vivent dans des dimensions ou dans des endroits du cosmos qui échappent à notre entendement. Donc, comment réfléchir sur ces sujets? Nous devons garder notre distance, nous y intéresser, mais garder nos distances. Prendre beaucoup de recul sur ces horreurs que nous découvrons, tout en avançant dans nos recherches, comme le faisait Elias. Mais c'est difficile.
Le de prendre train, du recul. le train est sur le point de s'arrêter. Vous voyez que vous êtes arrivé dans une ville qui doit être la ville d'Edale. C'est là que vous descendez. Vous Ah, n'êtes pas les seuls à descendre d'ailleurs, hein. Tout le monde est en train de se lever pour sortir. Enfin, pas tout le monde, mais une partie. Et vous allez très rapidement vous retrouver sur le quai de la gare d'Edale, qui est une beaucoup plus petite ville que Derby. Euh, et vous aviez repéré sur la carte que Lesser Edale, qui est donc un peu plus bas, enfin un peu plus haut, un peu plus au nord en fait, est à peu près 8-10 km de là, mais il faut y aller par prendre un taxi ou une voiture, ce qui n'est pas très compliqué parce qu'en fait c'est prévu, il y a des voitures qui attendent à la sortie du train. J'imagine que vous en prenez une pour vous rendre sur place. tout à Oui, fait. oui. Oui. Mais avant cela, j'aimerais tout de même qu'on fasse un point et qu'il n'y ait pas d'oreille indiscrète qui puisse nous entendre sur ce que nous venons faire ici. Nous devons rencontrer donc ce chasseur à Roll Short qui a manqué d'être tué par cette créature qui a réussi à la repousser. Et il affirmait que c'était une créature pensait l'avoir inhumaine, mais abattu. pourtant semblable à l'homme et qui pensait l'avoir abattu. Donc il nous faut rencontrer cet homme. Mais quelle légitimité avons-nous de l'approcher et de l'interroger? Il faudra réfléchir peut-être à notre approche et ensuite nous rendre sur les lieux où ce s'est passé. Mais il faut d'abord rencontrer cet homme, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, Vous avez récupéré cette voiture. Alors bon, c'est un conducteur là. Vous voyez que vous n'êtes plus à Londres, hein. Les gens sont un peu plus rustres. On vous dévisage un peu quand même. Autre point, il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes. Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge, de femmes, de jeunes femmes, mais vous voyez peu d'hommes en fait à la campagne. Ce qui vous rappelle que la guerre n'est pas loin en fait, et que l'Angleterre a payé un lourd tribut de ses soldats en fait. Et vous prenez cette voiture qui part dans la campagne. Campagne que traverse une route bien accidentée. Il est plusieurs fois obligé de faire des détours parce qu'il y a des ornières énormes sur la route. Il a les roues qui vont se prendre dans de la boue. De temps en temps, il y a des troupeaux de moutons. Et petit à petit, le paysage se transforme. Vous avez de moins en moins d'habitations et le sentiment vraiment de quitter la ville pour vous retrouver intégralement dans la campagne sur ces routes. Alors la campagne anglaise que vous traversez tout en discutant, ceux qui regardent un peu voient que c'est assez vallonné, très humide, il pleut tout le temps depuis que vous êtes parti de la gare. Il y a des ruines à droite à gauche de vieilles bâtisses, peut-être de vieux forts même, ce qui est assez étonnant pour la plupart d'entre vous en fait. Peut-être que Erasmus a l'habitude de la vieille pierre, et toi aussi Jennifer bien entendu, mais toi par exemple Betty, t'as jamais vu un château de ta vie en fait. Un château, t'as jamais vu une ruine comme ça, et toi Vincenzo, ça remonte aussi à très très loin pour peu que tu sois allé en Italie et ça m'étonnerait. Toi Perry c'est la même chose, au Canada, t'as jamais vu ça, alors après des ruines t'en as visité. Mais là en fait c'est assez bucolique, assez charmant en fait. Et au bout d'un moment la voiture s'arrête. Le gars vous demande à peine un pound. Et il vous dit que le village il faut marcher 600 mètres et il est à 600 mètres sur le chemin en fait. Parce que la voiture elle peut plus aller jusqu'au bout là, la route est pas assez bonne. Et on vous lâche sous la pluie, dans ce paysage. bon. On n'a pas pensé comment nous allions repartir d'ici, mes amis. Oh, mais il doit y avoir des solutions, ne t'inquiète pas, Erasmus. Oui. Oui, On nous y compte déjà à nos penserons, occupations plus tard. en temps Ouais. et en heure. Oh là là, ce temps est atroce. Vite,
allons à la première taverne venue, au premier pub, que nous puissions Il était acquérir dit- des informations. Il était dit, rappelez-vous, dans l'article du Scoop, que cette bête agissait certainement dans ce qu'ils appellent le pic, Oui. dans des gorges pittoresques. Les gorges autour du pic. Est-ce que on les voit d'ici ou est-ce que Oh, mais nous allons tout savoir une fois que nous serons arrivés au village. On parlait avec N'allez pas les- trop vite en besogne, Erasmus. Vite, au pub, regardez ce temps. Mais y Ah oui, a-t-il un c'est village ou est-ce qu'on va est-ce qu'il y a peut-être seulement une maison? Ça a l'air tellement vide. Vous avancez en tellement- parlant ou vous restez Oui, on là, peut, on là, avance. là, un peu sous sous la la pluie, pluie, Mais ça a l'air tellement vide et Ah oui. est-ce qu'il y a un village ici ouais, est-ce qu'il y a un Alors pub qu'il y a même pas juste de là. Il faut qu'on y aille. Le chauffeur Ah, avait bah, dit que c'était juste à 600 mètres, donc Ça doit il être faut pas ici, qu'on là. tarde. Effectivement, il y a ce chemin boueux, comme vous le voyez, et Oh. pas vraiment praticable, en tout cas pas avec une voiture moderne. Et apparaissent les premières bâtisses, vieilles bâtisses en pierre, comme vous voyez, avec une campagne derrière, toute verte, mais bien humide. Est-ce que c'est de la C'est- tourbe sur les côtés du chemin? Bah, sur les côtés du chemin, c'est plutôt d'une espèce de mousse qui a poussé sur les pierres, mais là, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont du mal à pas enfoncer leurs talons dans la boue qu'il y a qui est un peu partout. Des loups de terre. Oui. J'ai dû Ouais. faire des loups de terre. Mes chaussures. Oh. Ah bah ouais, bah, j'ai bien Je fait pouvais de pas prendre mes récupérer. bottes. Vous avancez encore un Je peu. vais conseiller, d'ailleurs. Ah, toute Tu cette sais, bouillasse. Il y a bien un endroit où ça a luté, non? Vous avancez Ouais, encore à un toi, peu. à toi. C'est Alors, d'autres maisons qui ont l'air d'être des fermes et dans lesquelles il n'y a aucune lumière et quelques bêtes Pas qui une traversent. cheminée, pas une cheminée qui fume, là, non? Non, Que dalle. mais pas vous de voyez, pub. vous voyez clairement que le village a l'air de se densifier un peu plus loin. Donc en continuant votre arrivée dans le village, vous finissez par arriver dans un coin où il y a de plus en plus de maisons. L'ambiance est assez austère, hein. Personne dans les rues, que des maisons en pierre noire. Pas vraiment de lumière aux fenêtres ou très peu. Jusqu'au Bien. moment où vous arrivez sur une place où vous voyez la façade effectivement d'une auberge sur laquelle il y a une enseigne qui dit The Laughing Horse. On s'engouffre à l'intérieur. Je suis Ah trempée, ouais, moi. ouais, ça, moi, n'en j'en peux peux plus. C'est charmant, ces Je suis colombages. transie. Vite. Ok. Alors vous foncez à l'intérieur du Laughing Horse et vous arrivez dans ce qui est une auberge assez austère. De campagne. Toi, ça ne t'étonne pas plus que ça non plus, Jennifer. T'en as déjà vu, notamment dans les Oui. villages qui sont autour du manoir de tes parents. Mais Exactement. ça faisait quelque temps que t'étais pas retourné à la campagne anglaise. Je vais Bien. vous mettre un autre plan du Laughing Horse. Oh, ça me rappelle un peu quand on était au Pérou et que vous aviez dansé. en Je me buvant rappelle des très coups. bien. En buvant du pisco. C'est Du ça. pisco sour. Ah, j'ai eu un vieux flash là, c'était agréable. Euh, donc Patron, Quelque chose le, de chaud, non? le Laughing Horse, qui est donc cette auberge très rustique, vous voyez deux personnes tout de suite. Il y a visiblement ce qui a l'air d'être un tavernier qui est juste à côté, enfin qui est derrière son bar. Je vais vous le montrer. Hop. Ah, Voilà, qui a une casquette, il a un petit sourire, là, forcément dès que vous rentrez, immédiatement il braque ses yeux sur vous, il a l'air assez étonné de vous voir en fait. L'autre c'est celui-là, qui est un autre gars, qui est attablé lui aussi, juste en face là, vous voyez il est ici là.
Et les deux vous matent clairement quand vous rentrez. Ils ont l'air de se demander qui sont ces gens qui déboulent. Et elles regardent particulièrement Betty et Jennifer avec des grands yeux. Euh, Ah, quelque chose de chaud. Oui, bonjour l'ami, Ouais, nous sommes quelque vraiment chose, là. transis. Allez, qu'est-ce que vous avez à boire? Qu'est-ce que vous nous offrez? Quelque chose de chaud. ouais, il fait vraiment un temps pourri, hein. Ah, Alors, ça, vous tu l'as l'avez dit. dit. Hein. Mais qu'est-ce que vous êtes perdu? Non, C'est Nous c'est pas de ce côté, Londres, hein. C'est la capitale, c'est pas par là, hein. nous sommes bien placés pour le savoir puisque nous en venons. Mais pour le coup, les amis, nous sommes venus. Servez-nous quelque chose à boire plutôt, non? Hein, je commence à avoir froid, je suis tout gelé. Il n'y a pas un alcool chaud là, quelque chose? Oui, non nous vous raconterons tout cela plus tard. Hein Réchauffons-nous déjà. Ah, je suis frigorifié là, les dames elles ont froid, alors bon, servez-nous quelque chose, parce qu'on boit dans le coin quand il fait ce temps. Une petite bière. Allez, chambré alors, un truc un peu. Ah oui. T'as pas autre chose, t'as pas un truc un peu plus fort? Ah, Un Irish coffee. ouais, un Irish coffee, oui, on peut la rallonger un peu, oui, allez, je vous fais ça. Allez, Ouais, je vais prendre un whisky, moi, ça Merci. me réchauffera. merci tavernier. Il est manqué, quand même. Vous voyez il commence à s'affairer derrière son bar pour aller préparer quelque chose à boire. Le gars qui est là vous observe avec une tête, il a vraiment l'air d'halluciner. Bonjour, monsieur. Je le salue, regarde je comme le ça. salue, je le salue. Et quand vous le saluez, il baisse les yeux un peu comme ça, comme s'il était gêné en fait. Et tout d'un coup, il prenait conscience que de vous regarder, c'était le meilleur moyen pour que vous lui parliez. Puis tout d'un coup, il tourne la tête comme si. Et il fait juste comme ça. Et après, il tourne la tête. Et il revient, il fait. Bon alors, racontez-nous. Enfin, racontez-moi, vous êtes venu en vacances dans notre petit village de Lesseredale. Les Perry. chasseurs. Surtout, oui. Ah, c'est vrai que c'est Répondez, beau, monsieur. hein. Il y a des petites légendes qui traînent par ici. Oh oui, Voilà. ça, il y en a de la Nous, légende. on est amateurs de légendes. Ah oui, j'ai compris. Vous êtes venu de la capitale pour le Black Dogs, c'est ça? L'histoire du chien noir. Vous voyez juste. Ah là 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 là, ouais, ça c'est l'histoire. Il vous sert, il commence à faire de. Combien il y avait d'Irish Coffee? Il y en avait un au moins. 2, 2. Ok, et vous- 4, 5, 4. C'est-à-dire, il y en 4 a. et un whisky. Ok. Donc il vous. 5. 5, ouais. Il vous sert les uns après les autres. Il fait ouais, vous êtes reporter, c'est ça là, comme tous ceux qui sont passés. Nous sommes des chercheurs, nous intéressons à tout ce qui est folklore, mythologie, tradition. Oui. Et nous avons entendu parler bien sûr de cette affaire du Black Dogs, mais vous disiez qu'il y avait plusieurs légendes dans le coin. Pouvez-vous m'en citer allez, 3 là, de mémoire? Il a l'air de réfléchir. Il fait, ouais, enfin dans le coin il y a, bah, déjà il y a Mamtor. Et là il pointe une direction du doigt comme ça. Il y a Mamtor. Bah Mamtor, ça y est, c'est l'espèce de vieux fort celtique là. C'est Excellent. ceux qui étaient en slip, qui se baladaient dans la langue en slip là, il y a longtemps là, pendant la préhistoire. Oui. Les Celtes. Et j'ai fait un peu d'histoire moi aussi. Et Ah oui, donc c'était pas les Saxons plutôt? C'était les Celtes, vous dites? Oui, oui, enfin c'était il y a longtemps, hein. Oui, oui, oui. Mamtor, Et excellent. il y a aussi la mine de Blue John. Il y a aussi la Qu'est-ce qui s'est caverne de passé? Blue John. Oh, bah ça il s'est rien passé. Ils ont trouvé de la fluorite. Vous voyez, espèce de pierre fluorescente là. Il y a une mine, la mine de Blue John là-bas. Elle est exploitée. Oui, oui, oui. Et Je crois que puis, ça sert pour les pâtes à brosse à dents. Là. C'est ça, non? Quelles les pâtes? On ça, met jamais ça dans les pâtes, non? Non, les pâtes à dentifrice.
C'est pour se laver les dents. Le fluor a des vertus pour les dents, Vincenzo. Sache-le. Je sais pas trop. Si tu veux garder des belles dents blanches, il faut te demander de frotter avec une petite brosse avec un peu de fluorite dessus. C'est faut pas ma spécialité le brossage de dents, mais bon. Et, et sinon, combien il fallait que j'en cite déjà? Ça fait 2. 3. 3. Après, forcément, il y a ce qu'on appelle le chien noir. Hein. Ah oui. Voilà. Bon, bah lui, il se penche un peu, il fait. Il en a déjà refroidi 2. Hein, il a failli refroidir un 3e. Mais bon. D'après. dire que. Bah oui, ça toujours. Bah vous Vous l'avez êtes au déjà courant. entendu? Bah si, Ah, oui. Bien sûr que j'ai entendu. Et Bien nous sûr. parlons de légende. Oui. Et il vous montre du doigt le coin du bar. Et en fait, au coin du bar, il y a une croix et une gousse d'ail. Et il fait un clin d'œil comme ça, il fait. Mais il s'approche pas trop de mon bar, vous voyez? Parce que moi, j'ai de quoi le protéger. Ah, attendez. Vous pensez vous-même. Et t'as votre celui théorie. qui est au bout, en fait, qui fait. Ouais, c'est que des conneries, Bill. Ta gueule, Ernest. C'est-à-dire que vous pensez. Ça vous chuchote. trouve la dernière personne qui aurait pu se faire refroidir par ce Black Dog? Pardon? Vous avez dit qu'il y a une personne qui a esquivé le Black Dog. Vous savez où elle se Ah trouve? oui, c'est Harold, bien sûr. Harold, il a eu de la chance. Hein. Bah, il y a le pauvre George et la pauvre Lydia, ils se sont fait tailler en pièces. Hein. C'était il y a 3 mois de ça. Et il a essayé d'avoir Harold aussi, mais je sais pas comment. Il a eu de la chance. Il s'est fait lacérer. Il avait un trou dans le bide, vous voyez, un truc comme ça. Et en fait, le médecin lui a donné 2 jours à vivre et en fait, il a survécu. Ah, Ouais. Et là, du coup, il est parti se reposer au bord de la mer. Mais de toute Ah, il est façon, parti, hein. Ouais, Où ouais, ça, ouais. au bord de la mer? Où ça, au bord de la mer? j'en sais rien. Dans sa famille, il a de la famille, je sais pas où, au sud. On aurait bien aimé lui parler. Quoi? Bah, vous allez pas pouvoir lui parler parce qu'il a quitté le village. Hein. Oui, Par mais contre, celui que vous devriez aller voir, c'est parce que ça va bien l'emmerder. En plus, c'est le constable Terwell, vous voyez, celui qui a tué, qui a soi-disant tué le chien noir là. Parce que soi-disant, parce que Vous avez. vous en Ah avez bah encore non, des et traces, il y a l'autre qui est au bout, il a l'air quand même un peu saoul, il fait il a tué le chien, je l'ai vu. Oui, il a tué un chien, Ah. Ernest, il a tué un chien, mais est-ce que c'était le chien noir? Ça, si c'était le chien noir, ça voudrait dire qu'on devrait plus l'entendre hurler Il vous a tué la le chien du nuit. voisin, quoi. On devrait plus l'entendre hurler la nuit. Moi, je vous dis que, en plus, d'habitude, c'est à la pleine lune qu'il hurlait, vous voyez. Et là, Ouais. maintenant, il hurle, même quand c'est pas la pleine lune, on l'entend hurler. Ah, c'est étrange. Mais vous ne déplorez plus aucune victime depuis qu'il a été soi-disant assassiné, ce chien. Non, pour l'instant, depuis que le constable a tiré, Il a tiré dessus, ouais, on n'a plus de problème. Hein. Par contre, bah, il y a toujours la pauvre, la pauvre Edith, hein, la mère de George, enfin la femme de George, et puis surtout le pauvre John, le père de la petite. Eux, ils sont encore montés, hein, ils y croient pas trop à cette histoire de chien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça a fait beaucoup de bruit dans la région, mais en fait, Faites quoi? peut-être qu'on saura jamais ce qui s'est passé. Hein. Ça se trouve, c'est un tueur. Enfin, ça se trouve, il l'a tué. j'en sais Comment? rien. Comment un tueur aurait pu se faire passer pour un chien? Les Ouais. traces, les Il doit y avoir traces vu des déchirures. sur les des corps, cicatrices les sur le corps. morsures, les griffes. L'autopsie a bien été pratiquée sur les 2 victimes, n'est-ce pas? Ouais, il y a la pauvre petite. Dans quel état étaient les corps? Il lui a déchiré les os à la petite Lydia. Hein. Ah, Ils étaient brisés, vous Ça te voyez, fait. comme une espèce de. Elle était lacérée et les os ils étaient brisés. ouais.
L'autre au bout dit peut pas être un être moi je humain, l'ai qui est vu en fait- plus, je l'ai vu moi. Hein? La Et on me bête? dira pas qu'un chien il se promène sur ses pattes arrière, d'accord? Parce qu'un chien ça marche à quatre pattes, d'accord? Et moi je sais reconnaître un chien parce qu'il marche à quatre pattes. Et celui-là il marchait sur deux pattes, celui que j'ai vu. Un chien sur deux pattes. Et vous l'avez vu où? Comment ça se fait que vous êtes pas mort? Un soir, je sortais du bar et la lune était presque pleine. Il y avait comme une brume dehors et dans la brume j'ai vu une forme avec des griffes qui marchait sur deux pattes et c'était comme un chien mais il était gros et il marchait sur deux pattes. Et il est parti comme ça. Voilà ce que j'ai vu. Et vous a pas attaqué? Non, il m'a pas attaqué parce que il a senti que j'étais chasseur, que j'aurais pu. Il y a Bill qui lui fait ta gueule, Ernest, arrête de raconter n'importe quoi. Après, ils vont te demander de témoigner et ta femme va dire que t'es avec un pauvre ivrogne. C'est ce que t'es en plus. Ernest, merci de nous raconter tout ça. Tiens, je lui paye un verre à Ernest. Tiens, un verre pour moi, pour ces histoires. Je suis d'accord. C'est un beau geste. Sur ce, vous pouvez aussi prendre peut-être à manger parce qu'il est presque 4h de l'après-midi. Oui, c'est ce qu'on va faire. Vous avez absolument rien mangé de la journée, à On part va le manger petit vite déjeuner fait à l'hôtel. Allez, Mange vite et on va voir le Alors, constable. vous allez rester dans le village pour la nuit. où est-ce qu'on peut dormir ici? Ah bah ici, c'est le seul endroit où vous pouvez dormir. Vous savez que c'est une auberge, Eh bien, très bien. c'est parfait. Alors, par contre, c'est un peu cher, hein, c'est 3 shillings la chambre. Oh, Ouais, sang. ouais. Non. Et t'as des places libres là, c'est bon? T'as des chambres libres? Attendez, je regarde sur mon calepin, il regarde, il fait. Oui, c'est bon. Ah, ça vient de se Où est-ce libérer. qu'on pourra- Où est-ce qu'on pourra trouver le constable demain s'il est dans le coin? aujourd'hui. Ah bah là j'ai une petite carte de la région et de la ville si vous voulez. Vous voulez que je vous la gribouille? Avec plaisir. Alors vous voulez savoir quoi? Le constable, je vais vous marquer où elle est sa maison. Et Ah, c'est parfait. la maison des deux parents des victimes aussi. Ça pourrait nous servir. Ah oui, alors les pauvres. Je vais même vous mettre toutes les maisons, hein, toutes les maisons des gens qui... Et vous savez vers où se situe le pic? Le pic, c'est quoi le pic? N'existe pas? Des gorges, il n'y a pas des gorges vers ici? Vous voulez parler de Plumhouse? Ouais, peut-être. Plumhouse c'est le château. Ok. C'est Ah. le château des huiles, c'est le château de Lord Arthur Vane, vous voyez? Lord Vane, il habite à Plumhouse depuis des générations. C'est le seul pic que je connaisse, son château il est construit en haut. Alors, Oui, attendez, il est regardez, je vous ai fait une petite carte. Alors, ne dites pas que je décide bien, parce que c'est vrai que je décide quand même assez bien. Alors, du coup, sur cette carte, vous avez le droit de voir tout ce que je vous indique là, c'est-à-dire... Je vous ai mis tous les lieux importants du village, vous voyez? Comme ça... Moi, je vois rien. Ouais. Ah, vous voyez rien là? Non, on n'a pas le. Ça arrive, il y a que les noms, ça arrive. On voit les noms. On voit les noms. Jennifer On n'a pas le n'a token. rien. On voit rien. D'accord, alors attendez 2 minutes, c'est juste que j'ai du mal à dessiner cette carte. Je vais vous la dessiner un peu mieux. Hop là, ça va être parfait, regardez, hop, elle va apparaître d'un coup là. Vous la voyez? Jennifer ne voit pas. Oh, parfait. Ah. Bah il faut recharger sa page alors. Recherche. Alors déjà, Alors, ça, cette carte aussi. ça vous permet déjà de voir où vous êtes, vous voyez, par rapport à Londres. Ouais. Hein? Nothing House. Vous avez fait tout ce chemin Oui. là, vous voyez, pour arriver jusqu'à nous. Et puis après, vous avez fait tout le chemin hein, pour arriver jusque là. Et puis là, je vous ai mis la mine de Blue John hein, qui est là. Et puis aussi la Mam Tor là où il y a des gars en slip là, du Moyen-Âge. Et puis voilà le village. Alors là, on est au Laughing Horse Inn, hein, on est ici.
Il y a le magasin général. Alors le magasin général, il est tenu par les Pitch Clock. Les Pitch Clock, c'est deux vieux, ils sont sympathiques, hein, c'est des vieux habitants. Et c'est ici qu'on achète tout dans le village. Et puis il y a l'église à côté, hein, avec le vicaire. Alors lui, enfin bref. Et puis il y a la maison Trumwell qui est à l'entrée du village. Vous avez dû la croiser en arrivant, je pense. Puis la maison Trumwell, c'est là où il y a le constable. Et ça sert un peu de centre de police, hein. C'est là aussi où il y a le seul téléphone de la ville, hein. Oui. Il y a la maison d'Harold, mais bon, il est parti, comme je vous ai dit. Et puis il y a la farm des Osgood, et puis la maison des Perkins qui sont en bas. Et puis après, si vous montez bien au nord du village, vous pouvez monter jusqu'au pic où il y a le château, château Plum Castle. Mais bon, si j'étais vous, je m'arrangerais pour pas être dehors pendant la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. On va rester là la nuit. Alors ce que je vais faire, c'est que cette carte-là, vous allez pouvoir aller la voir quand vous voulez, d'accord? C'est parfait. Parce que je vais la donner à tous les joueurs, comme ça se dit. Hop, voilà. Donc maintenant, il suffira d'y aller dessus si vous voulez la regarder. Vos chambres. Vous voulez que je vous montre vos chambres? Ah bah oui. Oui, j'adorerais me changer. D'accord, alors attendez, on va monter à vos chambres.